chers collègues, bonsoir. Également, en notre nom à tous, le public présent. Et nous allons pouvoir débuter nos travaux après avoir vérifié, il ne se posera pas trop de problème, que notre quorum est atteint. Je passe donc la parole à notre directrice générale des services. Bonsoir. Monsieur Dijon-Croix présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Delpech présent, Madame Rodach présente, Monsieur Samingos présent, Madame Botin présente, Monsieur Bourgeon le pouvoir à Madame Lodé-Desmas, Madame Lodé-Desmas présente, Monsieur Bigot présent, Madame Georgette présente, Monsieur Galland présent, Madame Kodak présente, Monsieur Alain présent, Madame Lafont présente, Monsieur Guis présent, Monsieur Zawi présent, Madame Pouillet présente, Madame Leroland présente, Monsieur Lorel présent, Madame Kerkali présente, Madame Colomb présente, Madame Vivian présente, Monsieur Fett présent, Monsieur Gaillon présent, Monsieur Maleka présent, Madame Médélec présent, Monsieur Perret présent, Madame Barthès présent, Monsieur Tangard présent, Monsieur Pica présent, Madame Guillaume Martinez présente, Monsieur Estarac présent, Madame Daven présente, Madame Mikoku présente, Monsieur Azevedo présent. Merci. Donc le quorum est bien atteint. Nous pouvons débuter nos travaux. Il nous faut, dans un premier temps, adopter le compte-rendu de notre séance d'installation qui s'est déroulée le 27 mars dernier. Tout le monde a reçu le compte-rendu. On n'a fait l'objet jusqu'à cet instant d'aucune demande de modification. Et donc de mettre aux voix, qui est d'avis de l'approuver. Avis contraire, abstention. Alors, simple rappel, bien sûr. Il n'y a pas d'autre objet que de rappeler les choses. L'adoption du compte-rendu, c'est la reconnaissance que ce qui a été enregistré et traduit dans le document est bien conforme à ce qui a été dit. Rien d'autre, ça ne veut absolument pas dire adhésion de qui que ce soit à quoi que ce soit. Hein, les choses ont été. Il est donc adopté le. Oui, madame. Concernant notre abstention, elle est justifiée par le contenu de ce compte-rendu, dans lequel vos propos sont rapportés et sur lesquels, à minima, on aurait aimé peut-être une correction. Je ne ferai pas de commentaire, parce que je ne me permettrai jamais, quant à moi, de demander la correction d'un propos qui a été librement tenu par un membre de cette assemblée. Personne n'est aux ordres de personne, et surtout pas moi. L'ordre du tableau voudrait, si l'intéressé en est d'accord et si notre assemblée consent, à ce que la plume de nos travaux soit aujourd'hui tenue par notre collègue Laure-Agnès Mollard-Cadix, pour information de l'ensemble des membres de l'Assemblée, notamment des nouveaux membres de notre Assemblée. La pratique a toujours été celle de suivre pour chaque séance du Conseil l'ordre du tableau, ce qui fait qu'au fil du temps, chacun des membres du Conseil municipal aura au moins une fois, si c'était deux, probablement, été secrétaire de séance, aura été appelé à relire le compte-rendu, à bien vérifier qu'il était conforme aux propos qui ont été tenus, qui a toujours été approuvé, et je n'ai pas dit que ça ne le soit, que ça le soit encore, bien évidemment. Alors, nous avons 14 délibérations. La première d'entre elles porte sur la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. C'est l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales qui fixe donc le champ de ces délégations
cette attribution. Ça permet au maire, pour la durée du mandat, d'exercer en toute ou partie certaines compétences qui relèvent normalement de la compétence du Conseil, dans les matières expressément prévues par la loi et dans les limites fixées par la délibération. Ceci pour faciliter la gestion quotidienne des affaires courantes, tout en garantissant, bien sûr, le contrôle du Conseil municipal sur les éléments qui sont pris en application de cette délégation. Le maire est tenu de rendre compte au Conseil municipal, ce qui sera bien sûr le cas à partir de cette réunion, de toutes les décisions qui ont été prises sur le fondement de ces délégations. Il est donc proposé, comme ceci a été le cas à chacun des débuts de mandat dans notre Assemblée, de donner délégation à votre serviteur en application de cet article du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat. La délibération reprend, vous en avez tous pris connaissance, le détail de ce que contient cet article L 2122-22 de notre CGCT. Pas de remarques? Oui, madame, si je vous en prie. Alors, monsieur le maire, bonsoir. J'ai une question. Si on peut vous aider à mettre le micro pour que vos propos puissent être enregistrés. Allez-y. Très bien, merci. Alors, donc, monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Dans le projet de délibération numéro 1 relatif à la délégation d'attribution du conseil municipal au maire, plusieurs points ont suscité notre attention. Premièrement, concernant le point 3 relatif à la capacité d'emprunt annuel, nous interpellons votre attention sur le plafond d'emprunt défini à 5 millions d'euros. Compte tenu du fait qu'entre 2020 et 2024, la dette de notre commune par habitant a augmenté de plus de 20%, et en sachant que sur l'année 2020, vous avez contracté plusieurs crédits pour un montant global de 8 millions d'euros, sans que ces décisions ne fassent l'objet d'un débat approfondi en conseil municipal, nous ne pouvons que craindre qu'un tel fonctionnement ne prive le conseil municipal à exercer son devoir de contrôle et de suivi des engagements financiers, tandis que cela même impacte durablement notre commune et ses habitants. En effet, cela représente une part significative des finances communales, en comparaison des communes de taille similaire, dont la délégation est souvent plus encadrée, avec des plafonds plus faibles, ainsi que des valutations intermédiaires. De par ailleurs, nous voulons à nouveau porter à votre attention sur le fait que d'après le compte financier unique de 2025, paru en 2026, les habitants, mais également les élus, découvrent a posteriori des prêts dont les montants et la durée sont conséquents. Le second point qui nous interpelle est le numéro 4 concernant la gestion des marchés publics et des contrats cadres plafonnés à 1,5 million d'euros. La délibération en l'état vous permet à nouveau de signer tout avenant sans limitation de montant, en sachant que les avenants peuvent modifier considérablement l'économie prévue d'un marché et de fait, surtout si on se laisse la possibilité qu'il s'accumule dans le temps. Nous nous interrogeons donc, sur cette délibération qui n'intègre pas et ne prévoit pas justement la possibilité très claire du conseil municipal d'en poser des questions et d'en demander la validation. Le but étant de pouvoir garantir un niveau de transparence et de suivi des transactions commerciales et financières. Nous attendons donc de ce nouveau mandat que les inquiétudes des Combles-la-Villers et des Combles-la-Villaises ne soient plus ignorées au profit d'une forte transparence. Nous voulons que vous vous engagez, monsieur le maire, à ce que chaque avenant fasse l'objet d'une information détaillée au conseil municipal, incluant systématiquement son montant et son impact sur le marché initial, mais également
que celui-ci fasse l'objet d'une nouvelle mise en concurrence lorsque le montant total du projet se révélera plus important que le plafond prévu initialement, donc le plafond d'1,5 million. Aussi, pouvez-vous nous indiquer de manière globale quelles garanties concrètes vous êtes prêts à consentir afin d'encadrer ces délégations, notamment en baissant les seuils, qui sont, pour rappel, pour les emprunts de 5 millions et pour les marchés de 1,5 million, et afin que cette limite, afin de limiter les amenants et d'assurer l'information transparente et régulière du conseil municipal. Je vous remercie. Merci, j'ai bien entendu votre déclaration. Je souhaiterais faire savoir aux membres du public que le fait de filmer est totalement interdit en venant du public. Je le fais remarquer de manière courtoise, en espérant qu'il soit mis immédiatement fin. Je précise par ailleurs que la séance est filmée intégralement et qu'elle sera visible dès demain matin par tous les conviviaux, et ceci de manière intégrale, sans qu'aucune partie ait pu en être privilégiée et aucune autre éventuellement tronquée. Alors, merci de cette superbe marque de confiance qui va droit au cœur. Cette délibération, avec toutes les conditions que j'en ai rappelées, est conforme à tout ce qui se passe dans toutes les communes de France. Et dans le corps de la délibération, il est bien précisé ce que vous demandez, à savoir un compte-rendu qui est fait régulièrement par le maire au conseil municipal de toutes les décisions qu'il aura prises dans le cadre et en application de cette délégation. J'ajoute qu'à l'occasion des différents débats, le rapport d'orientation budgétaire, le vote du budget, l'examen des décisions modificatives, du budget supplémentaire, du compte financier unique, et également à l'occasion de toute autre délibération, et même au-delà, à l'occasion des questions que chaque groupe a la possibilité de poser à l'issue du conseil municipal, tous ces sujets peuvent faire dans la meilleure des transparences dont nous avons toujours fait preuve ici dans cette assemblée, et que je comprends vos interrogations, et je mesure que la limite entre les inquiétudes et la suspicion est quelquefois facile à franchir, et j'espère que dans votre esprit, elle n'est pas franchie. Ceci étant dit, je vais donc mettre cette délibération en voie qui est... Non, madame. Non, madame. Je vous en prie. On a plus de questions, on aimerait des réponses. Madame, je dirige les débats. Ce n'est pas vous qui avez à exiger des réponses, et en plus les réponses que vous attendez, à défaut de quoi vous dites ensuite que vous n'approuvez pas le compte rendu parce que ce qui a été dit dedans mérite d'être corrigé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et non, madame, je ne vous donne pas la parole, je mets au voix cette délibération. Qui est d'avis de l'adopter? Avis contraire? On est contre. Abstention? Elle est adoptée, je vous en remercie. La délibération numéro 2, qui est la création des commissions permanentes et désignation des membres. Je vous en fais une présentation rapide. Vous aurez la parole au moment venu, madame. Le conseil municipal, bien que n'y étant pas obligé, a la possibilité, comme nous le font, et nous le faisons depuis très longtemps, de former des commissions permanentes chargées d'étudier les questions soumises à l'examen de ce conseil. Celles-ci émettent des avis préparatoires aux décisions qui sont prises ici même dans le plénière. Ce qui permet de rappeler, ce qui est important pour savoir, c'est que les commissions permanentes n'ont aucune attribution décisionnaire. Elles sont bien sûr là pour évoquer les sujets, ceux qui sont inscrits à l'ordre du conseil et d'autres, s'il est utile et nécessaire de le faire, mais en aucun cas, ils ne sont amenés à prendre des décisions. Nous avons installé notre conseil le 27 mars, il faut donc aujourd'hui
créer ces commissions, procéder à la désignation de leurs membres. Et notre règlement intérieur, toujours en vigueur, prévoit la création de 4 commissions municipales qui couvrent les principaux compétences de la commune et donc le champ dans la globalité couvre pratiquement tous les sujets qui sont appelés à être évoqués dans notre Assemblée. Je précise à ce propos, puisque j'évoque le règlement intérieur, que la loi prévoit que le règlement intérieur de l'Assemblée municipale doit être établi dans les 6 mois suivant son installation, et que bien sûr, je n'attendrai pas ces 6 mois pour proposer ce règlement, qui sera probablement proposé à l'examen, non pas au prochain conseil, mais au conseil d'après, mais que dès ce conseil terminé, je veillerai à ce que tous les membres de notre Assemblée reçoivent un exemplaire du règlement intérieur, ce qui donnera pratiquement 2 mois à chacune et chacun pour travailler individuellement ou collectivement à ce règlement intérieur qui fera l'objet, avant son adoption par le Conseil, d'un examen en commission administration générale. C'est la première de nos commissions. Sont traitées des questions d'administration générale, de finances et de ressources humaines. La deuxième commission, prévention, établissement éducatif, social, citoyen. La troisième, animation, établissement culturel et sportif. Et la quatrième, aménagement et développement durable. Chacune de ces commissions est composée de 12 membres, outre bien sûr le maire qui est président de droit de la commission, désigné à la représentation proportionnelle sur le même mode que celui qui est utilisé pour la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue des élections municipales, à savoir la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Il y a eu un certain nombre de questions qui, tout à fait légitimement, se sont posées sur la manière d'établir cette représentation. J'ai eu un échange encore aujourd'hui avec une partie de notre Assemblée sur la manière dont il fallait envisager le respect de la réglementation, mais pas que, puisque, en effet, une décision du Conseil d'État, qui fait jurisprudence, qui s'applique à nous, a considéré que tous les élus qui siègent au Conseil municipal et qui étaient donc membres d'une liste qui a concouru devant les électeurs devaient avoir la possibilité de siéger dans les commissions municipales, ce qui fait que dans notre Assemblée, chacune des 3 listes étant représentée, chacune a droit au minimum à un siège dans chacune des commissions, et que c'est à partir de ce constat qui est fait à partir de la décision qui s'impose à nous du Conseil d'État que nous devons procéder à la répartition des 11 sièges de chacune des commissions en fonction donc de la place de chacun dans l'Assemblée. Les calculs qui ont été faits établissent que la majorité aurait donc 9 sièges, le groupe correspondant à la liste numéro 2 dans l'ordre de présentation des listes par tirage au sort en aurait 2, et la liste numéro 3, en application de la jurisprudence du Conseil d'État, en aurait 1. J'ai donc fait connaître cette situation qui nous échappe, qui est tirée à la fois de la réglementation et de la jurisprudence, et il m'a été indiqué que de la part de la liste numéro 2, donc l'ordre dans lequel les candidatures avaient été présentées était l'ordre dont il fallait tenir compte. C'est la raison pour laquelle je vous propose, sauf s'il y avait un désaccord sur l'interprétation que je viens de vous présenter à la fois de la réglementation et de la jurisprudence, nous aurions donc dans chacune des commissions 9 élus de la liste numéro 1, 2 élus de la liste numéro 2 dans l'ordre qui avait été présenté
dans un premier temps, et un 12e élu, donc de la liste numéro 3. Madame, vous avez demandé la parole, je vous la donne bien volontiers. Oui, je vous remercie. Si. Merci. Dans l'interprétation des textes, dans l'application de la proportionnelle pour déterminer la composition de ces commissions, donc qui rappelons-le à mon avis sont de 12 membres pour chacune des 4 commissions dont on parle à l'instant. L'application de la proportionnelle stricte aboutit à 9 représentants pour notre liste de M. le maire et 3 représentants pour la liste de Benoît Nouvellan à Colaine. Avec la règle que vous appliquez, donc dans un souci de pluralisme, qui est d'ailleurs l'argument donné par le Conseil d'État dans la décision que vous avez évoquée, vous faites le choix d'amputer la délégation de notre liste d'un tiers de sa représentation. Alors que les modalités de calcul ne sont pas définies pour assurer ce pluralisme, et puisque, comme vous l'avez rappelé, comme vous l'avez écrit à plusieurs reprises depuis qu'on a ouvert cette discussion, ces commissions sont finalement d'un enjeu assez limité, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Pourquoi ne prenez-vous pas un poste sur votre délégation pour assurer le pluralisme au sein de cette commission et garantir la représentation du Rassemblement national? On aurait d'ailleurs pu indiquer qu'un certain nombre de leurs électeurs ayant voté pour vous était-il nécessaire de les représenter dans la commission. Ça, c'est un autre sujet. Et pourquoi n'avez-vous pas pris ce vote sur votre délégation? Et pourquoi faites-vous le choix d'imputer un tiers, notre délégation, pour un sujet de pluralisme qui, à mon sens, peut être envisagé de d'autres manière? J'aimerais une réponse, pas comme pour la question précédente, que vous avez assez facilement évacué les propositions que nous faisions dans l'intervention de Mme Guillaume. Je vous rappelle que l'interprétation des propos tenus par les uns et par les autres peut nous emmener, si quelqu'un a décidé qu'il avait raison tout seul, ce qui n'est jamais mon cas, mais qui semble être le vôtre, très très loin dans la nuit, et ce n'est pas du tout mon intention. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire utiles à la commune, tous ensemble, pour ne pas perdre notre temps avec de telles billevesées. Moi, je ne fais pas le choix, madame. Moi, j'applique les textes. Et je m'inscris totalement en faux devant votre affirmation selon laquelle nous faisons le choix, nous, d'occuper d'un tiers la représentation dont vous estimez qu'elle vous est due. La loi plus la jurisprudence, c'est toutes les listes, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles ont un élu à l'Assemblée, ont le droit d'être représentées dans les commissions. C'est ça la base. À partir de là, s'applique la proportionnelle. Faites le calcul. Proportionnelle à la plus forte moyenne. Vous arrivez à 9 sièges avec un quotient de 2,77 pour la liste numéro 1 et à 2 sièges avec un quotient de 2,66 pour la liste numéro 2. C'est mathématique, c'est pas moi qui fais le choix. Et je souhaite que vous priviez dorénavant d'interpréter la stricte application de la réglementation de la jurisprudence comme étant un choix fait par la municipalité en votre défaveur. Alors, je reprends ensuite votre propos relatif à l'importance des commissions. Vous savez, j'ai toujours dit, et je vous le redis, et c'est public, tous les membres du conseil municipal peuvent à tout moment participer aux travaux de toutes les commissions. La seule différence, c'est qu'au moment d'émettre un vote qui n'est que consultatif, seuls les membres désignés par délibération du conseil municipal peuvent participer à la vote. C'est la seule différence. Je n'interdirai jamais, comment le pourrais-je, de quel droit le ferais-je, à un élu de cette assemblée de participer, mais vraiment de participer, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'il a exprimé, de faire valoir son point de vue, même s'il n'est pas un des 12 membres de la commission tel qu'il se désigne aujourd'hui. Vous en avez tout à fait le droit, et je vous y encourage. D'ailleurs, j'informe que, à l'occasion de tout ce qui concerne les délibérations d'ordre budgétaire, j'ai pris l'habitude
et je maintiendrai cette habitude, de réunir non pas la commission finance budget, comme ceci pourrait être le cas sur une mesure budgétaire disons, de faible importance, mais je réunirai la commission générale, c'est-à-dire tous les élus de la commune qui souhaiteraient participer à un échange préalable à la réunion du conseil municipal sur tous les sujets relatifs à la vie budgétaire et financière de la commune. Donc, j'entends votre remarque, je vous fais l'observation que la réalité, c'est la réalité et que ce n'est pas un choix de pénaliser qui que ce soit au profit de qui que ce soit. Permettez-moi de vous dire que, comme la loi n'a pas encore autorisé à ce que les caméras soient dans les exutoires, je ne vois pas ce qui peut me permettre d'affirmer que les électeurs de telle liste vont à tel endroit. Nous pourrions avoir, si vous en acceptez le principe, un échange très documenté qui ferait apparaître qu'au second tour, il y a probablement autant de voix que n'a pas eu au second tour par rapport au premier tour la liste numéro 3 qui se sont reportées au moins à part égale sur la liste numéro 1 et sur la liste numéro 2. Donc cette assertion de nature bassement politique et politicienne, selon laquelle il y aurait une connivence de quelque nature que ce soit entre la majorité municipale et la liste qui s'est présentée en numéro 3. Tout ceci ne mérite vraiment pas d'être prolongé plus que par l'écho que je vous en donne. Donc, je pense vous avoir répondu de la manière la plus détaillée, la plus précise possible. Et je réaffirme en conclusion de notre échange qu'il y a une réglementation, qu'il y a une jurisprudence, que c'est la première fois depuis que je suis élu dans cette commune en 1989 sous une municipalité que j'avais combattue, mais avec laquelle finalement nous avons travaillé de manière républicaine et responsable à la satisfaction générale. C'est la première fois que j'entends évoquer des idées selon lesquelles il y aurait des préférences, il y aurait des manipulations, il y aurait un avantage donné à quelqu'un par rapport à nous. Non, on n'a jamais travaillé comme ça. Et moi, je continuerai à travailler de la manière ouverte, responsable, parce qu'il ne faut pas non plus être naïf, qui a été celle de nos assemblées successives depuis que je suis élu de la commune. Bon, ma question maintenant, c'est est-ce que vous acceptez le principe qui a toujours été utilisé dans cette assemblée que, une fois les explications données, on passe au vote sur la liste telle qu'elle découle de l'application des éléments sur lesquels nous avons pu échanger. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que, comme ça a toujours été le cas dans cette assemblée, vous êtes d'accord pour que nous le fassions à main levée, ou est-ce que vous souhaitez que nous le fassions à bulletin secret? Je précise que la réglementation est claire en la matière. La seule délibération qui doit être prise à bulletin secret n'est variéture et nonobstant toute idée que nous aurions de faire l'inverse, c'est celle désignant le représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Pour toutes les autres délibérations, sauf si bien sûr un élu le demande, c'est un vote à main levée sur les bases correspondant à tout ce que nous avons échangé. Donc, est-ce qu'il y a une opposition à ce que nous procédions par vote à main levée sur l'ensemble de ces délibérations à venir, celle-ci la première, ou est-ce qu'il est demandé un vote à bulletin secret? Je ne vois pas de demande en ce sens. Donc, en ce qui concerne cette délibération numéro 2, nous aurions pour la commission administration générale, finances et ressources humaines Adrien Fels, Thierry Delpech, Laurent Moll-Arcadix, Lisa Marie Doma, Jérémy Gagnot, Adal Kirkali, Éric Alamani, Claire Lédélec, John Samango, Céline Thiebaud-Martinez, Damien Pagard, Steven D. Azevedo. Pour la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen,
Valérie Houillier, Muriel Gottin, Christiane Lafont, Marie Georget, Isa-Marie de Dédema, Arnaud Galland, Juliette Brodas, Bernard Zawi, Anne-Marie Roland, Edwige Cocu, Aurélie Daven, Stéphane Déazelido. La commission animation, établissement culturel et sportif, Spencer Malécat, John Samingo, Céline Vivian, Laura-Liès Molarcalix, Catherine Kozak, Anne-Marie Roland, Yvon Leray, Ada Kirkali, Julie Pelou, Marie-Christine Barthès, Sébastien Picard, Stéphane Déazelido. Pour la commission environnement, aménagement et développement durable, Claire Médélec, Jean-Michel Dubout, Fabrice Bourdeau, Julie Pelou, Yvon Leray, Christian Dys, Spencer Maleka, Anne-Marie Roland, Éric Alamani, Pascal Estarail, François Verret, Stéphane et Azevedo. Ceci étant dit, tout le monde était d'accord pour un vote à main levée. Qui est favorable? Avis contraire? Abstention? C'est adopté. Je vous en remercie. Nous pouvons passer à la délibération numéro 3 que j'évoquais d'ailleurs à l'instant, comme devant faire obligatoirement l'objet d'un vote à bulletin secret, c'est bien cela. C'est la détermination des membres du conseil d'administration du CCAS et désignation des représentants de notre conseil municipal. Donc, suite aux évolutions législatives, l'article R 123.7 du Code de l'action sociale et des familles fixait jusqu'alors le nombre maximal d'administrateurs du Centre communal d'action sociale à 16 et cette limitation a été approchée. Cette abrogation offre désormais aux assemblées délibérantes une liberté pour fixer le nombre total de membres siégeant au sein du conseil d'administration du CCAS. Je précise que le conseil d'administration est composé à part égale, si nous décidons, puis c'est la plupart du temps ce que nous avons fait, de membres représentant le conseil municipal et de membres représentant le monde associatif tel qu'il s'est fait connaître, tel que nous le connaissons, dans sa représentativité de toutes les thématiques et problématiques entrant dans le champ des responsabilités et des compétences du CCAS. Afin d'assurer un fonctionnement adapté de notre service, il vous est proposé de fixer le nombre total de membres à 16. Or, le maire, qui est président de droit, je vous en dirai deux mots dans un instant, soit 8 membres élus représentant notre conseil et 8 membres nommés dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, ma pratique en tant que maire de la commune a toujours été d'installer le conseil d'administration du CCAS. Je le ferai dès que nous en aurons la capacité, après avoir connu et désigné les 8 représentants du monde associatif. Mais j'ai toujours confié le soin à la personne élue vice-présidente et, à défaut, quand elle ne peut pas assurer la présidence, au vice-président ou à la vice-présidente déléguée, qui sont désignés au sein du conseil d'administration du CCAS, le soin d'animer les là, il peut m'arriver de me rendre au conseil d'administration du CCAS, lorsque c'est exceptionnel, le sujet est d'une importance qui conduit naturellement à ce que le maire participe aux échanges, lorsque, ça c'est très rarement présenté, je ne crois pas en avoir le souvenir, lorsque le conseil d'administration le souhaite, et évidemment, si le conseil d'administration du CCAS souhaite que le maire, président de droit, participe aux séances, il le fait, et c'est donc régulièrement que je donne le pouvoir à la vice-présidente du conseil d'administration, notre collègue Muriel Gottin, pour présider ces séances. Donc, si nous appliquons les mêmes règles, avec les mêmes remarques, avec les mêmes difficultés qu'il faut surmonter, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous aurions donc comme représentants du conseil municipal, du conseil d'administration du CCAS, Muriel Gottin, Éric Alamani, Christiane Lafont, Christian Dys, Yvon Leray, Marie-Louise Georget, Aurélie Labelle et Stéphane Azevedo. Alors, nous devons procéder
à un vote à bulletin secret et pour changer un peu et afin que l'Assemblée dans son intégralité soit bien partie prenante de nos décisions, je propose que nous retenions le Benjamin de notre Assemblée et le plus âgé des membres de notre Assemblée des deux groupes ne faisant pas partie de la majorité. Et ce qui conduirait, je ne peux pas les y contraindre, mais je les y invite à nos collègues Théa Azevedo et je pense Monsieur Louis-François Verret, d'être les secrétaires de séance et donc de se tenir près de l'urne afin de procéder au vote. Nous avons donc une enveloppe, le bulletin, et j'invite donc nos deux collègues, si on sont d'accord, à venir présider le bureau de vote, ou moins être les assesseurs. Et comme nous l'avons fait pour les désignations la semaine dernière, bien évidemment, ils peuvent prendre leur bulletin avec eux pour ne pas être obligés de revenir à leur place au moment du vote. Oui. Et donc, comme la semaine dernière, je voterai en dernier. Alors, Madame Mollard-Cabi, Monsieur Delpuech, Monsieur Delpuech, Madame Rodas, Monsieur Samingo, Monsieur Bourdeau et donc Madame Ledesdemar, qui a le pouvoir de Monsieur Bourdeau. J'ai oublié Madame Dostin. J'ai oublié la vice-présidente du CCR. Mille excuses. Madame Ledesdemar. Elle a voté pour M. Bourdeau et Ferrer. M. Guilbault, Mme Planchet, M. Galland, Mme Kozak, M. Alamami, Mme Lafont, M. Guis, M. Zawi, Mme Pouillet, Madame Le Rolland, Monsieur Leray, Madame Kirkani, Madame Pelou, Madame Vivian, Monsieur Fèvre, Monsieur Gagnon, Monsieur Maleka, Madame Nédélec, Monsieur Ferret, Madame Arthès, Monsieur Pingard, Monsieur Picard, Madame Thiébaut-Martinez, Monsieur Estarag, Madame Lavenne, Madame Licotti, Monsieur Théa Azevedo et Monsieur Geoffroy.
C'est pas compteur, c'est le nombre d'enveloppes. C'est le nombre d'enveloppes. Donc c'est 35. Ah. Non. En fait, lisse ou blanc ou nu. Lisse.
Bien, donc notre Assemblée a délibéré. Donc cette liste a recueilli l'unanimité de nos suffrages. Alors, la délibération numéro 4 est là, comme nous en avons décidé tout à l'heure, nous allons pouvoir revenir au vote à main levée. L'élection des membres de la commission d'appel d'offres à caractère permanent. Il y a donc 10 membres, 5 titulaires et 5 suppléants de cette commission d'appel d'offres. Et pour les mêmes raisons et l'application des mêmes dispositions tout à l'heure, nous aurions en titulaire Cyril Despuel, Jean-Michel Guilbault, Christian Lys, Damien Pingard et Stéphane Azevedo. Et suppléant, Éric Alamani, Claire Lévélec, Fabrice Bourdeau, Céline Thiebaud-Martinez, et pas de suppléant, M. Azevedo, puisqu'il est seul représentant de la liste à laquelle il appartenait. Je précise que le maire est président de droit de cette commission d'appel d'offres, mais que j'ai toujours, je confonds certains, pas tous, de mes collègues maires, j'ai toujours confié la présidence à un de nos collègues du Conseil, donc je n'ai jamais participé aux travaux de la commission d'appel d'offres, ça me semble élémentaire, et je peux vous faire savoir que puisqu'il me revient de désigner l'élu qui présidera en mon nom de la commission d'appel d'offres, que j'ai fait le choix de confier cette responsabilité à notre collègue Jérémy Diallo, qui sera donc le président de cette commission, formée de ces 5 titulaires et 4 suppléants, donc qui est donné le nom. On est tous très clairs, donc je mets au vote qui est favorable. Abstention. Pas d'opposition. Il en est donc ainsi décidé. La commission du marché communal, cette commission est compétente pour examiner toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de notre marché. Le règlement de notre marché du 9 novembre 2023 prévoit que la commission est présidée par le maire ou son représentant et que le droit des représentants du délégataire et des représentants des commerçants. Cette commission, donc, il nous revient aujourd'hui de la constituer. Elle sera, comme le règlement le prévoit, présidée par le maire ou son représentant. Et la composition est la suivante: l'élu en charge de la dynamique commerciale, des représentants du délégataire et des représentants des commerçants abonnés sur le marché, et les conditions dans lesquelles cette représentation s'exerce a toujours été frappée du sceau de la bonne représentativité, en particulier par le président de l'association de commerçants, qui est très fidèle à nos travaux, et cette commission donc verra sous ma présidence à nos côtés, en plus des représentants du délégataire et des commerçants, notre collègue Catherine Cossack, maire adjointe en charge de la dynamique économique et commerciale. Donc là, il n'y a pas lieu à procéder à un vote sur le principe de quelqu'un à la place de quelqu'un, c'est un vote à la fois sur la création et sur sa composition. Je vous en prie, allez-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette délibération, la composition de la commission, comme vous venez de le dire, est décrite de manière très claire concernant les élus, représentés par l'élu en charge de la dynamique commerciale. Elle est tout aussi claire à propos des représentants des commerçants, dans la ligne de cadre. Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur. Par comparaison, rien n'est précisé sur le nombre de représentants du délégataire. Si ce n'est un S à la fin du mot représentant, ce qui sous-entend qu'il y en a plusieurs. Ma question est donc la suivante: combien y a-t-il de représentants du délégataire? Alors, la pratique telle qu'elle s'est établie veut que le délégataire soit représenté par la personne au sein de l'entreprise qui est délégataire, qui, disons, gère l'ensemble des
marcher dans un rayon géographique qui est le nôtre, accompagné du glacier ou de la glacière, lorsque il est disponible. Donc, lors de nos réunions, c'est la plupart du temps 2 personnes. La personne qui représente le délégataire et le président de la glacière. Il peut arriver, mais c'est exceptionnel, et c'est lorsque nous avons à nous pencher sur des sujets qui nécessitent un peu plus de dialogue avec le délégataire, que le président de la société délégataire soit présent. Il est arrivé, c'est une fois sur 3 ou sur 4, que M. Auguste, le président de la société des fils de Mme Géraud, soit présent à nos travaux. C'est la plupart du temps la composition. De fait, il n'y a pas de chiffre précis et ça fonctionne de manière tout à fait ordinaire et satisfaisante comme ça. Merci. Très bien, je peux mettre au voix qui est favorable à cette délibération. Avis contraire. Il n'y en a pas. Abstention. Je suis passé à la 6 sans parler de la 5. Ah, mais où est la 5? Ah, je n'ai pas la 5. Elle est là. Si, elle est là. Excusez-moi, je suis désolé. C'est la commission communale pour l'accessibilité. Cette commission, donc, est obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants, ce qui est le cas. Elle est composée de représentants du conseil municipal, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées, pour tout type de handicap, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Comme le prévoit l'article concerné du CGCT, c'est le maire qui préside cette commission et en fixe les membres par arrêté. Pas le maire de Comblaville qui décide que c'est par arrêté qui déterminera qui est membre de cette commission, c'est le texte législatif qui le prévoit. Mais le principe à respecter est celui de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. L'objet de cette délibération, c'est donc de renouveler l'existence de cette commission communale et de lancer l'appel à candidature auprès des associations locales qui souhaiteraient y siéger. De mémoire, il y a 5 à 6 associations locales qui ont fait connaître dans les mandats précédents leur souhait d'être membres de cette commission, et bien évidemment, nous les avons toujours accueillis sans aucune limitation. Nous créerions donc cette commission qui serait composée sous ma présidence concernant les élus de 7 élus, 4 représentants la majorité et 3 représentants les groupes ne faisant pas partie de la majorité, avec la représentation 2 pour l'un et 1 pour l'autre, à part, si ça n'est pas déjà fait, de me faire connaître pour la liste numéro 2, les 2 noms des 2 collègues qui participeraient à ces travaux, et bien évidemment, dans l'arrêté que je signerai, j'intégrerai sans aucune difficulté de ma part les 2 collègues qui me seront indiqués. On a l'information. Pour reprendre donc ce qui m'a été indiqué, que j'ai retenu tout à l'heure, pour la commission accessibilité, et là je parle sous votre contrôle, les 2 noms seraient Pascal Estarag et Edwige Licot. C'est bien ça, les 2 premiers de la liste que vous aviez présentée. On est bien d'accord? Pas de difficulté. Je mets donc au voie cette délibération qui est favorable. Avis contraire. On ne voit pas. Abstention. Il en est ainsi décidé. Je saute la 6 que j'avais enjambée. Le projet de délibération numéro 7, c'est
la désignation des représentants du conseil municipal dans les conseils d'école primaire, les conseils d'administration des lycées et collèges. Pour être très très clair sur cette délibération également, nous avons à désigner un représentant pour chacune de ces écoles et de ces établissements publics locaux d'enseignement pour le second degré. J'ai reçu, je laisse sous les yeux, une liste de candidats émanant de la liste numéro 2. Bon, c'est un scrutin majoritaire, il n'y a pas de proportionnel puisqu'il n'y a qu'un représentant. Je vous propose donc de donner connaissance des deux listes que j'ai sous les yeux. J'inviterai ensuite ceux qui sont favorables à s'exprimer en faveur de la première liste à le faire. Même chose pour la deuxième liste, et c'est bien sûr la liste qui aura obtenu la majorité des suffrages qui emportera notre décision. Alors, pour la liste majoritaire, serait représentant au groupe scolaire Beausoleil Éric Alamani, Lanou Christiane Lafont, l'école primaire Sommeville Adrien Fèvre, le groupe scolaire Mademoiselle Bernard Zawi, le groupe scolaire Les Quincarnettes Juliette Brodas, l'école primaire La Tourdale Valérie Moulier, le groupe scolaire Laurie Dubois Juliette Brodas, le groupe scolaire Le Chêne Arnaud Galland. Vous avez pris note du fait que j'évoquais groupe scolaire d'un côté et école primaire de l'autre. Il y a en effet deux groupes scolaires qui étaient composés d'une école maternelle et d'une école élémentaire qui ont fusionné pour faire école primaire, allant donc de la petite section maternelle jusqu'au CM2. Pour les conseils d'administration des deux lycées de la commune, au lycée Galilée, Claire Nédélec et Prévert Cyril Delpuech, et pour les deux collèges, le collège des Audes Spencer Valeka et Fabrice Bourdeau. Les candidats présentés par la liste numéro 2, Beausoleil Brigitte Cocu, Lanou Brigitte Cocu, Somblis Céline Thiebaud-Martinez, Paloisel Aurélie Daven, les Quincarnettes Marie-Christine Barthès, la Tourdale Aurélie Daven, Laurie Dubois Damien Pingard, Le Chêne François Verret, et pour les collèges Galilée François Verret, Prévert Sébastien Picard, et pour les collèges Les Audes de Sébastien Picard, les Cités Unies Marie-Christine Barthès. Ayant donné lecture donc de ces candidatures, j'invite celles et ceux qui sont favorables à la liste de candidats présentés par le groupe majoritaire à le manifester encore la main. Celles et ceux qui souhaitent donc la désignation des candidats présentés par la liste numéro 2. Excusez-moi, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez indiquer de quelle liste il s'agit? Il y a trois listes, on dit numéro 2, numéro 3. Excusez-moi, j'ai repris, je croyais l'avoir indiqué, mais je n'ai pas été assez clair. J'ai repris l'ordre des listes tel qu'il avait été tiré au sort par la préfecture, et qui fait du hasard ou pas, qui est l'ordre d'arrivée au second tour des élections municipales. Mais si je dis 1, 2, 3, c'est l'ordre tel qu'il était sur les panneaux électoraux. Donc quand je dis liste numéro 1, c'est la liste majoritaire, liste numéro 2, c'est celle de Madame que vous conduisiez, et liste numéro 3, c'est celle que M. Azevedo conduisait. Donc, ceci étant dit, donc, quels sont ceux qui sont favorables aux candidats proposés par la liste numéro 2? Abstention. Donc, la majorité s'est clairement exprimée en faveur des candidats présentés par la liste numéro 1 du groupe majoritaire. Il en est ainsi décidé. Les représentants, c'est la délégation numéro 8, les représentants du conseil municipal à la société des grands projets, comité stratégique des grands projets, c'est un établissement public de l'État, à caractère industriel et commercial qui a été créé par la loi du 3 juin 2010. La mission de cette société, c'est de concevoir et élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructure composant le réseau de transport public du Grand Paris
et d'en assurer la réalisation. Bon, vous savez que ce réseau de transport public Grand Paris ne dessert pas notre commune. Il ne concerne que la très proche banlieue dans le cadre de la métropole de Grand Paris. Mais malgré tout, le décret du 16 juillet 2010 précise que le comité stratégique composé du maire ou de son représentant dès que la commune est signataire du contrat de développement territorial. Et à ce titre, il est expressément prévu que le Conseil doit désigner ce représentant. C'est un représentant. Et j'ai donc là également deux candidatures, l'une pour le titulaire, l'autre pour le suppléant, pour chacune des listes 1 et 2. Pour la liste 1, le titulaire serait M. Maleka, suppléant M. Samingo. Et pour la liste numéro 2, le titulaire serait Mme Thibault Martinez et la suppléante Mme Martez. Comme pour la délibération précédente, j'invite celles et ceux qui sont favorables à la désignation proposée par le groupe majoritaire de la liste numéro 1 à le manifester en levant la main. Merci. En ce qui concerne la liste proposée par la candidature proposée par la liste numéro 2, merci. Abstention. Une abstention. Donc la majorité s'étant dégagée pour la liste présentée par la majorité municipale, elle emporte donc décision. Pour le point 9, nous avons désignation des représentants du conseil municipal, au conseil d'administration, des associations et à l'assemblée générale du groupement d'intérêt public Maximilien. Alors, nous avons à désigner des représentants au sein du conseil d'administration de l'association MJC, Maison de la Culture et Maison de la Jeunesse, pardon, de la Culture. Et le nombre de représentants tel qu'il est prévu dans les statuts d'association, c'est le maire plus un élu. Nous avons à désigner un élu. J'ai eu donc la candidature de Mme Mollard-Cadix pour la liste numéro 1 et celle de M. Pingard pour la liste numéro 2. Au sein de l'association Combe Jumelage, les statuts prévoient que le maire est membre de droit de ce conseil d'administration, accompagné de 6 élus qui doivent être désignés dans le respect du principe proportionnel, soit 4 élus pour la majorité et 2 élus pour pour les groupes non majoritaires. Et là, j'ai reçu pour la majorité les candidatures de Mme Mollard-Cadix, M. Zaoui, Mme Kozak, Mme Vivian. J'ai reçu la candidature de M. De Azevedo. Par contre, je n'ai pas reçu de candidature pour la liste numéro 2. Peut-être qu'en séance, l'une ou l'un d'entre vous peut se faire connaître. Vous parlez de La NJC, conjumelage, excusez-moi. Conjumelage. C'est pour le candidat, c'est Sébastien Picard et Edith Giraud. Mais il n'y a qu'une seule c'est M. Picard. Donc, je résume pour qu'on soit bien d'accord. Pour le conseil d'administration de conjumelage, Mme Mollard-Cadix, M. Zaoui, Mme Kozak, Mme Vivian, M. Picard et M. De Azevedo. On est bien d'accord, c'est bien les candidatures telles qu'elles sont estimées. Et donc, avant de passer à la Sage et à Maximilien Perret, moi je dois maintenant vous donner la représentation dans ces 2 associations. La Société d'histoire d'archéologie, d'art et de généalogie et d'échange, d'après les statuts, ce sont les statuts, ce n'est pas le maire de Comblaine qui choisit, les représentants de la municipalité sont 3 élus de la majorité. C'est ainsi que le prévoient les statuts d'association. Et les candidats sont donc votre serviteur, Laura Mollard-Cadix et Christiane Lafay. Et pour le groupement d'intérêt public Maximilien,
Il y a donc matière à désigner un titulaire et un suppléant. J'ai reçu la candidature pour la majorité de Jérémy Gagnon, titulaire, Claire Bédélec, suppléant. Et pour le groupe qui n'appartient pas à la majorité de la liste numéro 2, titulaire Pascal Estarac et Léon Parthès. Donc, tout ceci étant connu, de la même manière, je demande à ceux qui sont d'avis d'adopter, de retenir les noms proposés par la liste majoritaire de le manifester en levant la main. Merci. Même demande donc concernant celles et ceux qui souhaitent la désignation des candidats proposés par la liste numéro 2. Y a-t-il une abstention? Une abstention. La liste numéro 1 ayant obtenu la majorité des suffrages, ces candidats sont donc élus. Nous avons, point 10, à désigner les représentants de notre conseil au conseil de la vie sociale du foyer d'accueil médicalisé de la résidence Idalion et de l'association Les Maisons de l'Arga, désormais donc fondation personnelle. Notre conseil est représenté au sein de ces instances du fait des statuts de ces associations. Et donc, pour les maisons de l'Arga, nous avons un représentant à désigner, et pour le foyer d'accueil médicalisé de la résidence Lyon, également un candidat. J'ai reçu pour la résidence Lyon et pour les maisons de l'Arga de la part du groupe majoritaire la candidature de notre collègue Christiane Lafont, et pour la liste numéro 2, pour Lyon, la candidature de Mme Thibault Martinez, et pour les maisons de l'Arga, la candidature de Mme Edith Copou. Je vais donc demander à celles et ceux qui souhaitent apporter leur suffrage à la liste majoritaire de le manifester en levant la main. Merci. Celles et ceux favorables aux candidatures présentées par la liste numéro 2. Merci. Abstention. Une abstention. Les candidatures de la liste numéro 1 ayant obtenu la majorité. Oui, je vous en prie, madame. Pouvez-vous rappeler les noms des personnes qui ont été désignées dans ces deux institutions? Alors, pour les maisons de l'Arga, c'est Madame Lafont, et pour la résidence Idalion, également Madame Lafont. Dans le cadre de sa délégation à l'accompagnement du handicap. Nous avons à désigner un représentant pour siéger à l'Assemblée départementale du Comité national d'action sociale. La commune a adhéré depuis un certain nombre d'années à ce Comité national d'action sociale. Et il y a une représentation départementale, l'Assemblée générale départementale du NAS, à laquelle nous avons à désigner un candidat, un représentant. Je rappelle que dans le mandat précédent, notre représentant désigné par notre Assemblée était notre première adjointe, Madame Bertrand Dornay, qui s'est vue, si je ne fais pas erreur, par l'Assemblée départementale désignée ensuite au niveau national, compte tenu de son implication au nom de notre commune à l'échelle départementale. Bien évidemment, il ne faut pas présager de ce que sera la représentation de notre département au sein des instances nationales du CNAS. Mais s'il y avait matière à nous y impliquer, nous le ferions, évidemment. Donc, j'ai reçu là aussi des candidatures émanant des listes 1 et 2. Pour la liste majoritaire, il s'agirait donc de Mme Kirkali, et pour la liste numéro 2 de Mme Daven. C'est bien cela. Donc, j'appelle celles et ceux qui sont favorables à la candidature de Mme Kirkali à faire savoir pour la main.
Merci. Celles et ceux qui sont favorables à la candidature de Madame Dabel. Merci. Abstention. C'est donc Madame Kirkali qui, à la majorité des suffrages, est désignée. La délibération numéro 12, suivie par la délibération numéro 13, c'est celle qu'il convient de prendre à ce moment de l'installation de notre Assemblée pour déterminer les indemnités de fonction attribuées aux maires, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux. Là, la réglementation nous encadre, bien évidemment. Nous ne pouvons pas, et c'est fort heureux, décider par nous-mêmes d'un montant qui pourrait être inconsidéré des indemnités à verser aux élus dans le cadre de leurs différentes missions. Nous avons donc un taux maximal qui est fixé par la loi en fonction de la strate démographique de la commune. L'indice brut terminal de la grille indiciaire de la fonction publique 1027 s'applique à nous et le maire ne peut pas se voir attribuer plus de 90% de cet indice brut. Pour les adjoints au maire, c'est 33%. Et pour les conseillers municipaux sans délégation de fonction, 6%. Il est indiqué à notre Assemblée que depuis les décisions mises en place en 2020 par l'Assemblée précédente, nous avons fait en sorte que tous les conseillers municipaux, y compris ceux qui n'ont aucune délégation, ce qui concerne bien sûr une partie des élus majoritaires, mais également tous les autres élus n'appartenant pas à la majorité, qui puissent recevoir une indemnité qui est fixée à un maximum de 6% et qui permet, bien sûr, au niveau fixé par le texte, de défrayer les conseillers municipaux des quelques engagements qu'ils auraient à faire pour l'exercice de leur mandat. Il est rappelé également que le montant total des indemnités attribuées ne peut pas excéder l'enveloppe indemnitaire globale correspondant à la somme des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux maires et aux adjoints au maire effectivement en fonction. En application de ces dispositions et du fait en particulier que tous les élus se verraient donc verser une indemnité, le maire se verrait verser une indemnité de 76%, non pas 90%, du plafond, les adjoints 21,5%, les conseillers municipaux délégués 10% et les conseillers municipaux 2,5%. Je précise que ces dispositions feraient que 6 ans après les décisions prises en 2020, le montant des indemnités resterait rigoureusement identique à 6 ans après, à ce qui avait été décidé en 2020 par notre Assemblée précédente. La délibération numéro 13, que je vous présente dans la foulée, précise que lorsque la commune bénéficie de certaines caractéristiques particulières, en particulier l'attribution de la dotation de solidarité urbaine, ce qui est le cas de notre commune, ou le statut d'ancien chef-lieu de canton, nous sommes toujours chef-lieu de canton, il y a des majorations qui sont proposées, et en particulier la majoration de 15% au titre du chef-lieu de canton, ce qui ferait donc, le tableau qui vous a été joint l'indique, qu'après majoration, les indemnités brutes, bien sûr, amputées de l'ensemble des cotisations versées par les élus concernés et amputées ensuite du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le maire aurait une indemnité brute de 4 280,65 €. Il faut vous dire en toute transparence que de cette indemnité brute de 4 200 et quelques euros, le maire reçoit une indemnité nette après charges et impôts de 2 700 €. Je suis totalement transparent en vous le disant. Les adjoints au maire toucheraient 1 310,91 €, les conseillers délégués 472,71 € et les conseillers municipaux sans délégation, toutes
origine de liste confondue, 102,76 €. Voilà, ces délibérations étant présentées, je vais les soumettre à votre approbation. Tout d'abord la délibération. Vous souhaitiez intervenir, madame, je vous en prie. J'ai failli ne pas vous voir. La prochaine fois, je me lève. Non, Monsieur le maire, non, vous n'avez pas besoin de lever, vous pouvez lever la main, ça. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous avons bien pris connaissance de l'ensemble des documents reçus et de toutes les délibérations. Sur la délibération numéro 12, relative aux indemnités, nous nous abstiendrons. Nous soutenons la compensation des élus, mais cette diminution affichée dans la délibération numéro 12 est en réalité une diminution en trompe-l'œil. Nous allons voir prochainement. Je vous remercie. Merci. Donc cette déclaration est en fait, je mets aux voix la délibération numéro 12, qui est l'avis d'adopter. Avis contraire. Abstention. Il en est ainsi décidé. La délibération numéro 13, je la mets aux voix. Qui a. Il n'y en a plus qu'une après, donc il y a peut-être des collègues qui ne se seront pas exprimés. Je suis désolé. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les représentants, dans le contexte actuel, marqué par une forte pression sur le pouvoir d'achat des Français, cette majoration des indemnités apparaît en total décalage avec les réalités vécues par nos administrés. Depuis plusieurs mois, chacun constate une augmentation continue du coût de la vie, énergie, alimentation, carburant, loyer. De nombreuses familles doivent faire des arbitrages difficiles, parfois renoncer à des dépenses essentielles pour maintenir leur équilibre financier. Dans ce contexte, il est de notre responsabilité collective, en tant qu'élus, d'envoyer un signal de sobriété, d'exemplarité et de responsabilité dans l'utilisation des deniers publics. Or, cette mesure représente un coût supplémentaire de 6 714 € par mois, soit plus de 80 000 € par an pour la commune. Concrètement, cela correspond par exemple, et j'ai pris comme base un quotient 5, à plus de 18 500 repas à la cantine, 5 838 journées de centres de loisirs, plus de 5 700 journées d'écoles de sport, 20 650 accueils post-scolaires. Autrement dit, ce choix que vous proposez n'est pas neutre, se fait au détriment d'autres priorités utiles aux habitants. Cette décision d'augmenter les indemnités, même sous couvert des majorations prévues par la loi, sera perçue comme une forme de déconnexion vis-à-vis des difficultés rencontrées par une grande partie de la population. Par ailleurs, il s'agit d'une augmentation indirecte, appuyée sous forme de majoration, qui constitue bien une cause des indemnités. C'est donc un choix politique assumé. Enfin, cette décision engendre un surcoût pour les finances communales qui méritent d'être questionnées au regard des priorités budgétaires de notre collectivité. On peut vraiment faire quelque chose avec ces plus de 80 000 € par an qui seraient là en plus. Dans ces conditions, cette décision envoie un signal en décalage avec les attentes et les difficultés de nos concitoyens. D'où ma question. Considérez-vous que l'augmentation des indemnités des élus est aujourd'hui plus prioritaire que le financement des services destinés aux enfants, aux familles et aux seniors de la commune? Merci. Bien. Ma réponse est claire, je l'avais déjà donnée. Les indemnités des élus de la communauté montagnier seront les mêmes demain suite à l'adoption de cette délibération que celles qui ont été votées à l'unanimité par le conseil municipal en 2020. C'est la réponse. Hein. Je vais vous faire une confidence. La seule raison qui aurait pu faire que la commune ait intérêt à avoir notre liste élue, c'est de savoir ce que vous auriez fait à notre place. Et je ne suis pas certain que vos belles déclarations que vous venez de faire étaient les mêmes si vous étiez nul procès d'intention, mais petite franchement, d'ailleurs, je serais très intéressé demain à voir le vote des conseillers communautaires.
communautaire lorsque la délibération de même type sera proposée au conseil communautaire pour les indemnités versées à tout l'exécutif et à tous les conseillers communautaires. Je regarderai ça avec soin et j'entendrai également avec intérêt les déclarations qui pourront être faites à cette occasion. Et j'en ferai retour et état ici dans cette assemblée le moment venu, soyez-en certains. Je mets au voie cette délibération qui est adoptée. Avis contraire. Abstention. Elle est adoptée, je vous en remercie. Ceci nous permet de passer à la dernière délibération, qui est celle qui permet dans la désignation d'un représentant de notre conseil au groupement d'intérêt public ID 77. Le groupement d'intérêt public donc, a été créé par le conseil départemental. C'est l'outil donc d'accompagnement par les services départementaux et les organismes associés du département, accompagnement des communes pour la formalisation, le montage des projets. Nous y avons adhéré en juin 2019 et il nous revient de désigner un représentant qui donc siégera au conseil, à l'Assemblée générale de ce groupement d'intérêt public durant toute la durée du mandat. J'ai reçu donc la candidature de Madame Julie au nom du groupe majoritaire et celle de Madame Émilie Pecou au nom du groupe correspondant à la liste numéro 2. Je vais inviter donc les collègues souhaitant apporter leur suffrage à manifester en levant la main. Merci. Celles et ceux qui souhaitent apporter leur suffrage à Mme Nicotou. Merci. Abstention. Une abstention a obtenu la majorité du suffrage exprimé. Elle est donc désignée représentante de notre collectivité à l'Assemblée générale des 77. Nous avons achevé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Je souhaite adresser à tous en clôturant nos travaux une bonne fin de journée. Merci à tous. Non, il y aura des questions orales dans le cadre prévu par le règlement. Dès que le règlement aura été adopté, dans les conditions prévues par le règlement, vous aurez toute possibilité de vous dire. Si, c'est comme ça que ça se passe. Et s'il y a un règlement, on va vous dire. Vous savez, le règlement existe au moins pendant 6 mois après l'installation du nouveau conseil. Et je vous ai fait savoir tout à l'heure que nous n'attendrons pas ces 6 mois pour adopter le nouveau règlement après son examen, d'abord par chacun d'entre nous dans des conditions qui définiraient avec beaucoup de temps pour l'analyser, et ensuite en commission, et à partir de là, nous avons une possibilité d'accorder, dans le cadre du règlement, la parole à qui le souhaitera. Merci à tous.